Alors, y a-t-il un espoir dans tout ça? Il est 21h, un tout petit peu plus de 21h. Bonsoir, professeur Éric Chabrière. Vous êtes professeur à l'Institut des maladies infectieuses de Marseille. Vous travaillez avec le professeur Didier Raoult, qui a acquis une popularité considérable. Hein. C'est incroyable ce qu'on voit sur le net, sur l'immense espoir que vous suscitez sur ce médicament antipaludien, la chloroquine associée à une antibiotique. Dimanche dernier, vous nous parliez des espoirs sur 24 patients. Vous nous disiez que vous alliez continuer, évidemment. Au moment où nous parlons, ce vendredi soir, où en êtes-vous ? Donc voilà, nous sommes partis la semaine dernière avec la publication d'une étude clinique qui était très prometteuse pour le traitement hydroxychloroquine et azithromycine. Je rappelle aussi qu'il s'agit de 2 molécules pour que ça fonctionne bien. Et suite à cette, on va dire, tendance, où on a été énormément critiqué sur la méthode, mais c'était quand même, on va dire, prometteur, on a décidé d'utiliser ce traitement sur toutes les personnes malades du corona. Et maintenant, depuis hier, nous avons mis en ligne nos données pour que les personnes puissent suivre au jour le jour l'avancée de nos travaux et les résultats. Donc, à l'heure actuelle, nous avons traité à l'IHU de Marseille 701 personnes et nous avons un décès, ce qui fait un taux à peu près de 0,14%. Alors, tout de suite, je préfère tout de suite bien préciser qu'il s'agit de données brutes, qui montrent des chiffres, des tendances, qu'on pourra toujours les critiquer et nous sommes prêts à entendre beaucoup de critiques. Mais ce chiffre de 0,14% sur 700 patients traités à l'IHU de Marseille est à mettre en relation avec les 5,8% de personnes qui meurent lorsqu'ils sont infectés. Alors tout d'abord aussi, on voit que sur les 701 personnes qui ont été traitées, ils ne sont pas morts du surdosage, des effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc je pense que le débat sur la toxicité de cette molécule est clos. Et si les personnes continuent à polémiquer dessus, c'est qu'elles ne veulent pas comprendre ou qu'elles n'ont pas d'intérêt à comprendre. Alors attendez, on va y revenir là-dessus, sur les effets secondaires et peut-être les contre-indications. J'aimerais revenir sur les 701 personnes que vous avez traitées. Il s'agissait de tous les cas qui vous arrivaient, c'est-à-dire les personnes qui étaient déjà en détresse respiratoire sévère, comme celles qui avaient peu de symptômes? C'est toutes les personnes qui ont été mises sous azithromycine et hydroxychloroquine. C'est les données qu'on va déposer en temps réel. En fait, il y a aussi un autre facteur qui explique aussi les bons résultats, c'est aussi le dépistage massif, puisque à Marseille, sur l'ensemble de Marseille, nous avons réalisé depuis le début 38 000 diagnostics PCR. C'est-à-dire on mesure de façon de biologie moléculaire le matériel génétique du virus. Nous avons fait 38 000 tests, excusez-moi. Et ça aussi c'est important, puisqu'on peut comparer ces datas avec toutes les personnes qui ont été positives, mais cette fois-ci Marseille, dont certaines n'ont pas été traitées. Et sur Marseille, alors attendez, je regarde mon papier, sur les 1577 personnes positives à Marseille, dont on va dire qui n'ont pas été traitées à l'azithromycine, on est simplement avec un taux de mortalité à 0,6%. Donc on voit supérieur à celui de l'IHU, mais quand même bien plus bas que l'incidence nationale. Donc ceci montre, entre guillemets, là-dessus, je ne suis pas là pour polémiquer, pour savoir est-ce que c'est le traitement, la prise en charge, le diagnostic précoce, mais en tous les cas, on peut toujours regarder les chiffres, mais là on commence à avoir des chiffres plus importants et les résultats sont là, oui. Et on meurt moins à Marseille et on meurt encore moins à l'IHU. Vous n'avez pas répondu à ma question parce que vous savez qu'Olivier Véran a donc dit OK pour lancer un test dans les hôpitaux avec ce médicament, le antipaludémien, mais il dit qu'il faut l'administrer qu'aux cas les plus sévères, les plus graves, qui font déjà une pneumopathie. Vous l'administrez à tout le monde. Pourquoi ? À tout le monde. On va dire, entre guillemets, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez que le vaccin de la grippe protège de la grippe. Mais si vous attrapez la grippe et que je vous donne le vaccin après, il est trop tard. Si le virus a déjà fait des dégâts au niveau de vos poumons, ce n'est plus le problème du virus, c'est un problème de réanimation. Donc nous,
c'est ce qu'on préconise depuis le début, qu'il faut le donner dès que les personnes sont malades pour limiter l'impact du virus sur le système de santé du patient. On va dire que c'est quelque chose qui a été clair. On a affiché un communiqué de presse là-dessus. Il n'est pas ambigu et je ne comprends pas là-dessus pourquoi est-ce qu'on fait différemment. Moi, je vous donne les données brutes, c'est-à-dire que quand quelqu'un à Marseille vient, d'abord, on le diagnostique, ce qui semble quelque chose de normal et de logique. Pour bien soigner une personne, il faut savoir de quoi il est malade, donc on le fait. D'un autre côté, il y a aussi un problème humain qui est quand même assez terrible, c'est que les gens veulent être dépistés pour eux, mais aussi pour protéger leurs proches. Et quelque chose que je trouve qui est absolument anormal, c'est vous imaginez, vous êtes malade, vous êtes seul chez vous, la seule réponse qu'on vous dit c'est « je ne sais pas de quoi tu es malade ». Attendez, et si ça aggrave, appelez les secours. Moi, je ne le ferai pas pour un proche, et personne n'accepte ça. Donc et ça veut dire, attendez, ça veut dire que vous avez suffisamment de tests aussi, ce qui n'est pas le cas partout. Eh ben, je vais revenir dessus, mais vous voyez que ça, c'est notre doctrine, et à Paris, c'est exactement la même, parce que si vous êtes un VIP ou une personne importante avec un ministère, eh ben, on a vu que pareil, que les personnes qui avaient de la toux et des symptômes bénins se faisaient diagnostiquer. Ils ne sont pas venus à Marseille, donc c'est bien qu'il y a aussi des passe-droits. C'est peut-être un peu des tartuffes, mais quelque part c'est humain, quand on a un risque d'être malade, de se faire diagnostiquer. Alors là bien aussi, sûr, mais alors répondez à ma question. Là vous aussi, avez suffisamment de tests à Marseille, contrairement à d'autres régions. Comment vous les avez, tous ces tests? On va dire, je peux vous dire que c'est difficile, il faut être débrouillard. On va dire, on est dans un état de pénurie, il faut trouver des réactifs, des écouvillons, c'est vraiment un état compliqué là-dessus. Mais comme je l'ai expliqué à la dernière interview, l'IHU de Marseille est un vaisseau de guerre qui a été développé pour lutter contre les maladies infectieuses. Nous avons au même endroit le soin avec 75 lits, le diagnostic, la recherche et l'enseignement. Donc on a un personnel qui est hyper entraîné. On peut le comparer comme les pompiers qui s'entraînent toute l'année dans les calanques pour lutter contre les incendies. Et quand il y a un sinistre, on est prêt. Donc c'est vrai que je ne veux pas, on va dire, regardez, nous on est un établissement, entre guillemets, spécifique, mais on était en capacité de le faire et on l'a fait parce qu'on pense que c'est bien pour soigner les gens et c'est humain de diagnostiquer les gens. Donc après, pourquoi ce n'est pas fait ailleurs, quelque part, je n'en sais rien. Nous, c'est difficile, on se bat. Là aussi, peut-être qu'il faut aider. S'il y avait des décisions qui avaient été prises un peu avant pour acheter des stocks, ça aurait été encore plus facile. Moi, on va dire, je ne veux pas jeter la pierre sur le ministre actuel qui a hérité d'une situation qui est catastrophique. On va dire, il est à la tête d'une armée, mais qui n'a pas d'armes, pas de munitions. Même les médecins en première ligne n'ont pas de masques. On est face à un vrai problème. Après, j'ai envie de dire, nous sommes des soldats. On est bien d'accord là-dessus. J'aimerais donner la parole au professeur Roland Toubiana, qui est infectologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et qui a envie de vous poser une question. Non, j'ai envie de commenter parce que ça fait quelques minutes qu'on entend. D'abord, le sujet est trop grave à mon avis pour en faire des querelles de chapelle. Il n'est pas question, on n'est pas dans un combat de coq entre Paris, Marseille, Lyon, ce que vous voulez. Le sujet est trop grave. Il faut rappeler aux gens quand même. Vous parliez tout à l'heure des années du sida où on n'avait rien. Ça me rappelle un petit peu ça. On est démunis, les gens ont très peur de cette épidémie, ils ont raison. On voit que c'est grave. Tous les soirs, vous assénez les chiffres. On voit que c'est très grave. Et pour rassurer les gens, le corps médical, la science n'a pas de traitement reconnu aujourd'hui. Et donc, arrivé sur ce terrain-là, il va y avoir des propositions. L'hydroxychloroquine, la chloroquine, elle a été testée, ce qu'on appelle in vitro au laboratoire, contre d'autres virus. La dengue, le chikungunya, il y a eu des essais cliniques qui n'ont pas montré d'efficacité chez l'homme. Mais là, on vous dit 701 personnes testées. 701 personnes, il est hors de question, par honnêteté scientifique, chers collègues, qu'on commande des chiffres qu'on n'a pas vus. Personne ne les a vus. Merci d'avoir mis vos données brutes, ça nous permettra de voir si nous sommes en accord avec vous ou pas. Moi, je suis pas en opposition. Quand on n'a rien à donner aux gens, vous l'avez dit, on a des gens malades devant nous. Si on avait une molécule qui soit efficace, ça serait vraiment. Et pour vous, c'est pas le cas. C'est pas le cas la chloroquine alors? Pour l'instant, je ne sais pas si la chloroquine est efficace. À côté de ça, je peux vous dire qu'on utilise aussi. Ça coûte rien d'essayer. Elle a été. Je suis en train de vous dire, on est en train de l'essayer, de le donner sous surveillance médicale à Paris, à Lyon, dans toute la France. Des médecins le font, mais on n'a pas de données
pour l'instant, j'ai pas vu vos données récentes mises en ligne et on va les regarder attentivement, bien entendu par honnêteté scientifique et par respect pour le travail des collègues, mais il n'y a pas d'opposition entre les équipes. Ah, attendez. Cette maladie, ce virus, on va dire pour les Alors, PCR, chez beaucoup de gens, attendez, il va guérir tout seul. Ça, c'est une réalité. Chez beaucoup de gens, ce virus va guérir tout seul, d'accord? Donc, si on compare des gens qu'on a mis au traitement au 2e jour ou au 14e jour, on va avoir des différences qui ne seront pas liées au traitement, mais qui seront liées au fait de l'histoire naturelle du virus. Les gens, on va dire, les citoyens en France ne comprennent pas ce que vous dites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que derrière, les gens sont venus, sont repartis et sont contents. Nous, entre guillemets, on ne se pose pas de questions, on est en capacité de dépister les gens et on le fait. Et même les ministres le font. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous dites que vous ne voulez pas polémiquer, mais vous êtes en train de dire qu'on a peut-être une bouée qui fonctionne et vous voulez attendre l'homologation et de revérifier les chiffres. Pour l'instant, on l'a testé sur 700 personnes. Personne non, mais et déjà, ce n'est pas l'hydroxychloroquine seule, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc peut-être vérifier les bibliographies qu'on met là-dessus. Ça sera beaucoup plus simple et les personnes ne pourraient l'avoir. Je répète, le sujet est grave. Donc en tous les cas, nous, on est en capacité de dépister les gens. Nous le faisons et je pense que ne pas le dépister, ce n'est pas sérieux. Et vous, dans votre hôpital, est-ce que vous dépistez les gens? Évidemment. Alors, réponse. À votre avis? Oui ou non? À votre avis? Je ne sais pas, donnez-nous les chiffres. Combien vous faites de tests PCR? Je suis pas venu polémiquer, je suis venu expliquer aux téléspectateurs est-ce qu'à la Pitié-Salpêtrière, vous arrivez dans le traitement d'une maladie qui n'a pas de traitement. Est-ce que vous arrivez à dépister tout le monde à la Pitié-Salpêtrière à Paris? Personne ne dépiste tout le monde nulle part actuellement par manque de tests. Nous si. Ça c'est clair. Bon, mais arrêtez de dire nous oui, vous non, c'est pas du tout le problème. On est devant une épidémie grave qui tue des gens. On n'est pas en train de s'opposer. On a le même objectif. On arrive à faire déjà une chose. Attendez, il faut que tout le monde parle en même temps. Ouais, moi, ce que j'aimerais savoir, Éric Chabrière, de comprendre cette pathologie, on est prêt à essayer des traitements. Faisons-le de façon raisonnée, scientifique, et donnons nos résultats. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Moi, je veux opposer personne. Pourquoi vous n'arrivez pas à tester tout le monde? Mais on n'a pas assez de tests, c'est clair. Donc eux, ils en ont assez à Marseille, mais vous, à Paris, vous n'en avez pas assez. Mais monsieur, je suis désolée, le tester tout le monde, ça vaut quand l'épidémie commence. Mais quand on est dans une phase de confinement, on n'a pas besoin de tester tout le monde. Faut que les gens restent ceux qui arrivent à l'hôpital, vous les testez. Ceux qui arrivent à l'hôpital, quand ils ont besoin d'être testés. Je vais vous rassurer, je suis d'accord avec le collègue sur le fait que dépister et traiter tôt, si on a une molécule qui réduit... Alors attendez, Éric Chabrière, on vous donne la parole après. Allez-y. Je peux parler ? Ouais. Si on dépiste une maladie asymptomatique au début des symptômes et qu'on fait baisser le virus, c'est ce qu'a dit le collègue de Marseille à l'instant, je suis d'accord, c'est très intéressant. C'est ce qu'il dit. Par contre, on est en train de montrer que la deuxième partie, après 7 jours, il y a une aggravation. Chez certains, ceux qui vont finir à l'hôpital ou en réanimation, cette aggravation, elle est liée non pas au virus lui-même, mais à la réaction de l'organisme qui fait une réaction immunitaire inflammatoire gravissime qui bloque les poumons. Donc on n'aura certainement pas un seul médicament qui va faire le travail. Non mais là il y en a deux, il y a une antibiotique avec. On va avoir besoin, suivant la phase de la maladie, d'utiliser des médicaments immunologiques à viser de réduire cet orage immunologique. En début de pathologie, probablement des médicaments qui vont faire baisser le virus. Bon. Reste à montrer que ce médicament, chez l'homme, fait baisser la quantité de virus suffisamment pour accélérer la guérison. On est d'accord. C'est ce que dit Éric Chabrière. Donc c'est de toute façon un plus. Actuellement, il y a une étude européenne sur 3200 patients, dont 800 en France. Il y a des études locales. Il y a énormément d'études sur beaucoup de médicaments. Je pense que tant qu'on n'aura pas analysé correctement et ensemble à Marseille, Paris, où vous voulez. Alors, Éric Chabrière vous répond. On n'est pas en mesure. Éric Chabrière, allez-y, c'est à vous. Donc déjà, moi je vais vous dire une chose, et là-dessus c'est quelque chose de très personnel. Si on a un proche, on va dire, et ça je pense que tous vos téléspectateurs vont comprendre, en ce moment les gens sont inquiets, angoissés par le Covid. Justement, il ne faut pas jouer avec ça. Ça ne sert à rien de se faire dépister. Non mais on va dire, c'est un fait. Nous, on ne se pose pas de questions, on a été décriés là-dessus. Non mais on le fait et je vous garantis que ça fonctionne. Après, on a entendu que l'hydroxychloroquine, c'est toxique. Là, sur 700 patients qui l'ont reçu, un seul décès. Donc, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose qui est prometteur. Et même à Marseille, sans notre traitement, juste avec un meilleur diagnostic, on descend à 0,6% le taux de décès. Donc, arrêtons de polémiquer. Si, à un moment donné, je suis d'accord que c'est compliqué de faire de la PCR là-dessus, on va aller plus loin. Éric Chabrière, j'aimerais que vous nous précisiez sur les 701 personnes qui ont été systématiquement traitées.
qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, ce soir, au moment où nous parlons? Combien y a-t-il de détresse respiratoire, de réanimation? Non mais, il y a des gens qui arrivent en détresse, on va dire, là-dessus. Moi, ce que je vous dis, c'est que je prends les données brutes. C'est pour ça, vous voyez, qu'on est déjà en train de partir sur de la méthodologie. Il y a 700 personnes qui on va dire, qui ont pris le traitement. On a eu un décès. 1500 qui ont été positifs à Marseille. 11 décès. Moi, je compare ça avec ces données de France. C'est complètement différent. Je ne dis pas que derrière, on n'a jamais dit que c'était un traitement miraculeux. Ça a l'air, ça donne de l'espoir. On va dire, ça a l'air de bien fonctionner. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on vous dit qu'on a peut-être une bouée qui a l'air de flotter et vous êtes en train de me dire qu'elle n'est pas homologuée? Donc laissons se noyer les gens. Alors, vous avez vu aussi l'Ordre des médecins ce soir qui dit quoi? Qui appelle les médecins à attendre la confirmation ou l'infirmation de l'utilité de la prescription de ce traitement. Il s'agit sans doute de l'étude européenne Discovery, 3200 patients traités en Europe, dont 800 en France, et la plupart qui sont déjà dans des cas graves. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réaction à ce communiqué de l'Ordre des médecins qui est tombé ce soir, hein? On l'a reçu tout à l'heure. Mais vous savez, à un moment donné, on va dire, à l'IHU, vous voyez bien que le professeur Raoult se fait rare et ne communique que par vidéo ou par presse écrite, justement pour éviter toutes les polémiques et dater. Derrière, il montre, on va dire, derrière, sur une petite étude, effectivement, qui n'est pas absolue, mais qui montre déjà qu'il y a une tendance très positive. Et derrière, on retraite les gens avec, on va dire, en plus grand nombre, c'est toujours positif, et on est toujours en train de critiquer. C'est absolument anormal. Et pour l'étude Discovery, ce qu'on a dit, mais vous voyez, c'est dans le communiqué de presse, il suffit d'aller sur le site de l'IHU Méditerranée Infection, on associe deux molécules, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et l'azithromycine a complètement disparu. Est-ce que les doses? Je pense que le professeur Raoult n'est même pas intervenu pour discuter du protocole. Donc, à un moment donné, je n'ai même pas d'avis là-dessus. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Il manque une molécule. Nous, on donne deux molécules. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot. Là, je vous dis qu'il y a des chiffres. Moi, ce que je vous engage, c'est de venir regarder les chiffres et on en rediscute après. Vous dites que vous ne les connaissez pas, mais vous avez déjà un avis. C'est quand même insupportable. Non, absolument pas. Alors, le professeur Toubiana vous repose une question. Non, je fais encore un commentaire, je m'excuse. Par honnêteté scientifique, il est hors de question de discuter de données sur un plateau de télévision. Ah bon? Vous avez mis parce qu'on ne les a pas lues, vous avez mis vos données brutes en ligne. D'accord? On fait pas du communiqué de presse et de la télévision pour traiter des gens qui ont une maladie potentiellement mortelle. D'accord? On va analyser les données, pas moi. Les gens, puisque vous avez l'honnêteté de les mettre en ligne et c'est très bien, les données brutes que l'on attendait. Maintenant, il faut que les personnes compétentes les analysent, les critiquent et que l'on discute. Il n'y a aucune opposition. Arrêtez. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça alors que des gens sont en train de mourir et que ce médicament a été prescrit à des millions d'hommes et de femmes depuis l'après-guerre ou même avant dans le monde sans gros effets secondaires? Je vous répète que devant le vide thérapeutique, devant le vide thérapeutique et la situation dramatique des gens, il est urgent de faire de la science, mais qu'en même temps, nous sommes des médecins, et avec nos moyens de surveillance hospitaliers, les mêmes qu'à Marseille, nous sommes en train d'administrer, et depuis même, en même temps que les Marseillais, mais nous n'avons pas publié 20 cas dont on exclut des cas... Non, mais là, il y en a 700. Non, mais les 700, ils ne sont pas publiés. Il vient de dire qu'il les a mis en ligne. Ouais. Qui va analyser en 1 minute sur un plateau de télévision des données scientifiques? C'est malhonnête. Je ne suis pas malhonnête, il n'est pas malhonnête. Ils ont mis leurs données brutes en ligne, nous allons y revenir, nous continuons. Alors, c'est malhonnête, il vous répond. Allons-y, Éric Chabrière. Nous, on donne, on va dire, on traite les gens et on regarde derrière si les gens meurent. De toute façon, si les gens meurent de notre traitement ou pas. On a entendu dire, on a vu des pantomimes où des gens se tordaient presque de douleur en ayant pris le traitement. Mais vous savez, à un moment donné... Mais qui a dit ça? Qui a dit ça, Éric Chabrière? Vous parlez d'Internet, là. Moi, je parle de vrais médecins, je parle de médecins représentants là-dessus qui disent qu'ils ont testé le traitement, qu'on va dire qu'ils ont eu des nausées terribles. Mais pourquoi vous écoutez les autres et pas ce que vous parlez? Personnes qui l'ont utilisé. On va dire, c'est quand même incroyable.
Donc, moi, ce que je vous dis, c'est tout simplement que derrière, on a des résultats. Plutôt que de vous réjouir et éventuellement après d'analyser, tout de suite vous jetez l'opprobre là-dessus. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas fait correctement. Mais à la fin, on va dire, malheureusement, on fera le décompte et chacun assumera. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on a fait la recette miracle. Lourdes, ce n'est pas Marseille, ce sont deux villes différentes. Nous, on dit tout simplement qu'à Marseille, on meurt moins. C'est tout ce qu'on dit. Et ça, c'est les statistiques qu'on va dire qu'on voit tous les soirs aussi, qui sont, on va dire, diffusées. C'est les faits. À Marseille, vous mourrez moins que dans le reste de la France. Alors attendez, Éric Chabrière, donc ça c'est un fait. Vous n'avez pas répondu à mes questions sur les 701 cas que vous notifiez. Combien y en a-t-il qui ce soir vont bien? Combien y en a-t-il qui sont en détresse respiratoire? Combien y en a-t-il qui sont en réanimation? Parce que faut aller jusqu'au bout. Je n'ai pas exactement le détail, mais on n'a qu'un seul décès et ça se passe beaucoup mieux. Et de toute façon, on a des articles en préparation, on va aller avoir le détail. Mais moi, je vous parle juste de données brutes. C'est on meurt moins à Marseille qu'ailleurs. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est le traitement? Est-ce que c'est la prise en charge? Est-ce que c'est le dépistage? Il faudra l'analyser, je suis d'accord avec mon confrère, mais à un moment donné, il se passe quand même quelque chose de clair, c'est qu'on meurt moins actuellement à Marseille. Et j'ai envie de dire, c'est quand même terrible d'avoir à se battre pour défendre cette position. Bon, j'aimerais aussi que vous n'avez pas répondu à l'autre question. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit OK, on peut administrer ce traitement, ce double traitement chloroquine plus antibiotiques, mais à des malades vraiment très atteints. Est-ce que vous êtes pour ça ou contre, vous qui le donnez à pratiquement tout le monde qui a le coronavirus? J'ai répondu à la question précédemment, c'est que comme tout traitement, plus c'est donné tôt, mieux c'est, moins il y aura de charge virale, moins il y aura de progression de la maladie et de problèmes par la suite. Donc nous on préconise que dès que quelqu'un est malade, qu'on le soigne avec ce traitement. S'il fonctionne. Je vous ai répondu tout à l'heure, c'est comme le vaccin pour la grippe, si vous attendez d'avoir la grippe pour administrer le vaccin, ça ne soignera pas. Bon, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres pays? On voit que de plus en plus de pays administrent votre méthode. C'est notamment en Afrique, au Sénégal, en Algérie, au Maroc. Et puis il y a effectivement Donald Trump qui a fait toute une sortie là-dessus. Vous avez des contacts avec l'étranger? On va dire on reçoit beaucoup de mails de l'étranger. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur le site web de l'IHU où vous avez une interview du professeur Raoult avec le docteur House. Et derrière, on va dire, ce n'est pas du tout le même débat que nous avons en France. Les gens sont beaucoup plus ouverts, intéressés. Ils reconnaissent, on va dire, le scientifique que c'est et ils ne rentrent pas dans ces polémiques sans fin. Ça n'a rien à voir avec les personnes, monsieur. Ça Alors, allez, question du docteur Toubiana. Il faut arrêter de penser qu'on est contre vous, que vous êtes contre nous. Ça n'a rien à voir avec les personnes. Je répète, le sujet est grave, il nous faut des traitements. Donc, travaillons pour obtenir ces traitements, travaillons pour les valider. Vous arrivez en disant on meurt moins à Marseille, je m'excuse, c'est pas un message correct. Il faut qu'on analyse tout ça, il faut qu'on discute ensemble. Mais est-ce qu'on a le temps? Et après... Mais non, mais on est sur un plateau de télévision, on peut pas arriver en disant on meurt moins à Marseille grâce à mon médicament. C'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux. Peut-être que c'est vrai, non, mais c'est pas sérieux de le faire dans ces conditions. Parce que derrière, sans que les quand autres on diagnostique les gens, on est montré du doigt. Et je pense qu'on va dire, peut-être donner votre position par rapport au dépistage massif. À Marseille, on est en capacité de le faire et on le fait. Et on a été critiqué pour cela. Donc voilà, on va dire à un moment donné, peut-être que ça vient de notre dépistage, ça vient de milliers de choses, mais on fait un dépistage massif. Bon, mais tout le monde est d'accord. Attendez, il n'y a pas d'opposition là-dessus. Éric Chabrière, tout le monde est d'accord. Si on pouvait dépister massivement, ce serait beaucoup mieux. Simplement, il n'y a pas assez de tests en France. C'est ça le problème. Et vous, miracle à Marseille, vous vous débrouillez tellement bien, mais vous pouvez le faire. On est ravis pour vous. On va dire justement, peut-être qu'il faudrait réfléchir pour savoir comment on peut le faire. Ouais. Question du docteur Marie-Laure Albi. Écoutez, nous, on l'a reproché, donc en gros, on nous reproche parce qu'on peut le faire, tout le monde est d'accord pour le faire. J'ai envie de partir, monsieur. J'ai envie de partir. Alors attendez, elle vous pose une question. J'ai envie de partir parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile. On vient d'entendre une demi-heure de propos paranoïaques. Paranoïaques, ça, non, mais c'est vous qui le dites. Hein. Non, mais je veux dire, je suis désolée. Moi, je ne suis pas scientifique. Je fais confiance à la science de mon pays, Marseille ou Paris. Je pense qu'on est dans une situation où les gens sont très inquiets. On passe notre temps à leur répondre.
Et affirmer sur un plateau de télévision qu'on a trouvé le traitement miracle, c'est Il n'a totalement... pas dit ça. C'est totalement irresponsable. Il dit qu'on meurt moins à Marseille. On dit qu'on meurt moins à Marseille. On et que teste ça mérite plus à une analyse, Marseille, c'est tout ce qu'on visiblement, dit. donc le dénominateur est plus grand, donc les chiffres de mortalité sont meilleurs. Puisque le problème, effectivement, c'est qu'on n'a pas testé tout le monde. Je vous rappelle quand même que depuis 11 jours, on est en confinement. Donc je me demande bien l'intérêt de faire sortir tout le monde de chez soi pour les tester, alors Non, que... mais c'est les gens qui viennent spontanément. Non, hein. mais je suis À désolée, Marseille. on teste des gens, on teste les professionnels de santé, parce que ceux-là, quand ils sont en contact avec les malades, ils sont susceptibles de passer la maladie. Donc on les teste quand ils sont malades, ce sont les règles. On teste les grands malades pour faire des diagnostics à l'hôpital, et on commence à tester plus. Mais pour l'instant, je suis désolée, c'est confinement. Bon, mais- Et dans la période de levée du confinement, là, on va se donner Mais les attendez, moyens de tester tout le monde. En Allemagne, 500 000 tests Mais on n'est pas en par, Allemagne, monsieur, par on est en jour, je France. crois, et 9 000 en France. Oui, mais est-ce que le Oui, test non, mais d'accord, soigne? on est d'accord. Non, Est-ce il que y a le un souci test quand même, soigne? là. Mais peut-être. Mais est-ce que le test est un soin? Non. C'est une manière d'analyser une épidémie. Oui, actuellement, on a pris des mesures. Moi, je suis pas spécialiste ni Ouais. comité scientifique. On confine les gens. On va pas les faire sortir de chez eux pour aller se tester. Mais on les pour fait faire pas quoi? sortir, c'est Non, eux mais qui viennent. Mais Enfin, c'est ce peut-être. que je pense. Mais Et ils Éric vont pas. Chabrière, comment Donc- ça se passe? Il y a une queue devant chez vous, devant votre institut, tous les jours, tous les matins, et vous recevez systématiquement, vous avez combien de personnes? Ah, il y a plusieurs centaines de personnes qui passent par jour. Et il y a des personnes aussi qui viennent, on va dire, de partout. C'est pas le Mais but. on va dire, Non, mais à un à moment donné, l'hôpital. c'est là où je reviens, c'est que c'est une demande qui est légitime. Même les ministres sont allés se faire dépister pour des symptômes. Donc vous pouvez pas demander aux gens de rester chez eux dans l'inquiétude. C'est pas humain. Je suis désolé. Et pour prendre en charge correctement les gens, On il faut peut parler diagnostiquer. de choses sérieuses. Enfin, Mais la prise en charge, c'est pas. Bon, pour vous, il y a quoi? Il y a deux situations. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que c'est pas un peu démagogique, ça, de dire, les ministres eux, peuvent se faire tester, mais le tout le monde, non? Les ministres sont testés quand ils sont symptomatiques. bah, non, on va dire pour des symptômes bénins, et les gens ont des fièvres et des symptômes, ils viennent se faire tester. On va dire, je dirais, c'est tout à fait Mais donc, humain le confinement, de répondre à leur inquiétude et de les prendre en charge. Bon, qu'est-ce que vous espérez maintenant pour l'avenir? Qu'est-ce que vous allez faire? 701 cas que on vous analysé encore. traités. La suite, c'est quoi? Une publication scientifique avec une analyse plus poussée de tout cela. Et surtout, voilà, à un moment donné, on essaye des choses. On les fait. C'est très bien. On va dire derrière, il n'y a rien à gagner, à part de se prendre des remontrances, d'être ridiculisé. Mais on fait les choses et pour l'instant, peut-être que dans les semaines à venir, ça va changer, mais pour l'instant, les chiffres sont encourageants. Donc j'ai envie de dire, si les gens n'ont pas envie de nous aider, mais au moins qu'ils nous laissent essayer les choses. C'est tout ce que je demande. Quelque part, j'aimerais, on va dire, qu'on revienne à une unité pour regarder ce qui marche, comment on peut faire, comment augmenter les tests de dépistage massifs, plutôt de dire c'est pas possible, on peut rien faire. C'est tout, on propose des solutions. Le personnel ici, à l'IHU, est motivé, travaille très dur pour faire des milliers de tests. ça, on en est Et là, persuadé. j'entends, Dans toute la c'est France, pas le ce qu'il faut personnel faire. est motivé. Bon, Et c'est important, on à voit que ça a une l'avenir, incidence vous en allez tous les cas. publier comme ça toutes les semaines vos résultats? Publié sur Internet. On va dire, ça va être on va dire, quotidiennement, il va y avoir le nombre de tests qu'on fait. Donc, comme je vous ai dit, c'est 38 000 qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et on fait 2500 tests journaliers. Et on pense pouvoir monter beaucoup plus. Derrière, on va regarder le nombre de personnes qui sont positives, les décès des gens qui n'ont pas été traités avec l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Je répète qu'il faut ces deux molécules pour que ça fonctionne. Et on va regarder. Et si demain on se rend compte qu'il y a un problème avec notre traitement, nous sommes des gens raisonnables, on va arrêter. Sauf que pour l'instant, les données sont encourageantes. Donc à un moment donné, vous pensez bien que mon chef, le professeur Raoult, ce n'est pas un fou. Il n'est pas tout seul, on est nombreux. Les médecins, ils voient les patients. Donc si on continue, c'est bien qu'on est encouragé là-dedans par nos résultats. C'est de la science empirique et c'est là où on a un débat. Nous, on fait de la science empirique. On teste, on voit que ça marche, on continue. On va pas faire des homologations, de la méthodologie derrière. Et là, on a vraiment un discours complètement différent. Bon, vous avez vu la popularité, en tout cas, du professeur Raoult. Il y a des chiffres là aussi qui sont sortis et qui montrent sa popularité. Juste derrière Roselyne Bachelot et ils se suivent. Vous avez même eu des hommes politiques
qui l'ont interviewé. Jean-Luc Mélenchon, qui dit quoi? Jean-Luc Mélenchon, le patron de la France Insoumise, il dit « Didier Raoult est trop mal aimé par les belles personnes pour ne pas éveiller l'intérêt. Mon intention était de le consulter sur sa vision des moyens pour surmonter la crise actuelle de l'épidémie de Covid-19. » Est-ce que ça vous aide ou vous vous dites « Non, j'ai pas envie d'avoir de politique là-dedans, pas de prise de parti en quelque sorte » Nous, grosso modo, on va dire, on a traité les personnes, quelles qu'elles soient, politiques ou anonymes. Après, moi, je vais vous dire que quand le professeur Raoult sort et qu'il est applaudi par les personnes, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Parce que les gens, voilà, pour décrire la personnalité du professeur Raoult, où on le compare à Panoramix, Gandalf, c'est pas ça sa personnalité. Vous voulez avoir sa personnalité, c'est De Gaulle ou Napoléon. Des personnes qui, on va dire, ont une vision et qui veulent la réaliser. Et c'est une personne qui est vraiment habitée par la médecine. C'est sa volonté de soigner les gens. Il n'y a aucune malveillance, aucune intention derrière. Il veut vraiment soigner les personnes. Et il pense que ce traitement est important, il pense que le diagnostic est important, et il le fait. Et il ne cherche pas à avoir de la popularité. Bon, dernière question, est-ce que le ministre vous appelle toujours, Olivier Véran, qui dit « J'ai pratiquement tous les jours le professeur Raoult au téléphone, il vous suit de près ?» Moi, on va dire, il ne m'appelle pas personnellement, on va dire, je pense qu'il est en contact avec le professeur Raoult, et justement, c'est pour ça, c'est pour toutes les données que nous avons, nous les communiquons au gouvernement avant de les publier. On donne en temps réel nos données. Je veux bien que les gens comprennent qu'on ne trafique pas les données, on est transparent sur nos données, on les met au jour le jour. Si à un moment donné, il y avait un changement des chiffres encourageants, on le verrait, on se réadapterait. Si on faisait une erreur, on arrêterait. Pour l'instant, ces chiffres sont encourageants. On essaie de donner ce message aux autres personnes, tout simplement. Alors, le professeur Toubiana vous repose une question, parce qu'il est en partie d'accord avec vous, mais c'est sur la méthode que vous n'êtes pas d'accord, vous. Je ne suis absolument pas d'accord pour gérer ce genre de choses sur les réseaux sociaux, avec Monsieur Mélenchon, avec les journalistes de télé. On partage des résultats quand ils sont validés, d'accord. On vous avait tous demandé de nous donner vos données brutes. J'apprends ce soir à la télé que vous l'avez fait, et ça c'est très bien. Maintenant, on va un petit peu travailler et discuter ensemble. Tout le reste de ce que vous avez dit, l'intérêt des dépistages, le fait de prendre en charge des personnes qui craignent une maladie grave, de les prendre en amont de la gravité, de chercher d'autres médicaments adjuvants, de valider la chloroquine. Vous voyez, je le dis, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine ne dépend absolument pas de l'image de votre chef. Ça ne dépend pas du tout de l'image de votre chef, ça dépend des résultats que vous allez montrer à la communauté. Si nous validons ces résultats, on sera très content, écoutez-moi bien, de dire cette hydroxychloroquine associée à l'azithromycine fait du bien aux patients et on va l'utiliser. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on risque, puisque c'est un médicament presque basique? On fait ce qu'on appelle un usage compassionnel que nous faisons dans notre hôpital, dans nos hôpitaux. Mais c'est sous surveillance, avec un bilan, compassionnel, ça veut dire que ça ne rentre pas dans l'indication. Ouais. On n'a rien d'autre à donner. Mais on disait ça du temps des premiers traitements du sida, par exemple. Monsieur. Sauf que là, c'est une molécule qui a été prescrite à des millions de gens. La première molécule contre le sida qui s'appelait l'AZT était un anticancéreux qui était dans les tiroirs depuis 10 ans. C'est comme ça qu'on fait. Quand on n'a rien, on cherche à comprendre. Et c'est ce qu'on fait encore avec cette pathologie qu'on ne comprend pas totalement. Et on sort du tiroir des molécules que l'on teste parce que ça va plus vite que d'inventer des molécules. Ça, c'est facile à comprendre. Mais ce qu'ils font là, c'est dangereux ou pas? C'est ça que j'aimerais savoir, moi. S'ils le font sous surveillance hospitalière avec les bilans de toxicité, c'est pas dangereux. Bon. On n'a jamais dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on leur reproche? On leur reproche de dire que le traitement marche alors qu'on n'a pas de preuve qu'il marche. C'est quand même majeur. Docteur, c'est quand même majeur. Vous sentez bouillir aussi pendant l'interview. Moi, personnellement, je ne suis pas scientifique, mais je pense que les médecins, les scientifiques doivent avoir des positions responsables et ne pas allumer des feux aux quatre coins du pays en expliquant qu'ils ont trouvé le médicament miracle et qu'il faut le donner à tout le monde. Ils n'ont pas dit ça, encore une fois. Sur 700 cas, il y a un mort et on meurt moins à Marseille. Je suis désolée, quand vous testez tout le monde, vous augmentez le dénominateur, donc vous diminuez la mortalité.
Le problème, c'est qu'on n'a pas testé, on n'a pas testé tout le monde, donc on ne sait pas le taux de mortalité réel de cette maladie, qui est probablement bien inférieur aux chiffres actuels, puisque on n'a pas le dénominateur. Et je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, il faudra tester tout le monde. Mais moi, j'ai entendu mes collègues. Mais qu'ils le fassent avant, tant mieux. Mais monsieur, actuellement, le problème actuel. Mais ça, qu'ils fassent des tests, c'est une chose. Mais le problème actuel, c'est qu'il faut quand même se mettre derrière les gens qui soignent, qui ont des cas qui augmentent, et pas faire des files de 100 personnes pour faire des tests à tout le monde, parce que pour l'instant, ça ne nous apporte rien. Il faudra le faire quand on va sortir du confinement, ne serait-ce que pour mieux comprendre. Mais pourquoi pas le faire maintenant ? Parce que maintenant, notre mot, c'est, vous l'avez écrit partout, c'est rester chez vous. N'allez pas vous faire tester. Non, mais non, c'est pas ça qu'on dit. Si tous les gens qui me téléphonent, qui ont un rhume, vont se faire tester, le confinement n'existera plus. D'accord. Bon, on a besoin actuellement pour les hôpitaux, pour les réanimations, que les gens restent chez eux, parce que pour l'instant, quelles que soient les raisons, et on fera les bilans plus tard, on a besoin que l'épidémie ne progresse pas lentement. Par contre, les tests, je suis désolée, il y a des gens qui les font, on aurait pu les faire à tout le monde, on ne l'a pas fait, mais la période... Peu importe. Ah bah non, si, c'est important. Non, peu importe. Pourquoi ? On fera les bilans après. La polémique actuellement, elle est très nuisible. Le complotisme actuellement, il est catastrophique. C'est pas du complotisme de dire on n'a pas assez de tests. Mais c'est pas ça la question. C'est de dire qu'on a fait des tests à certains et pas à d'autres. Ça n'est absolument pas vrai. On a un système de santé en France qui est démocratique. Il y a des gens qui sont moins bien soignés que d'autres parce qu'ils sont isolés, ils sont mais c'est sans le ministre domicile. de la Santé qui dit faire un test, ça ne sert à rien. Il l'a dit pendant longtemps. C'est pas ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas de symptômes, ça ne sert à rien. Mais pas de symptômes, évidemment. L'attitude est la même. Mais par contre, actuellement, on est dans une période particulière. On a demandé aux gens, au prix de leur salaire, au prix de leur vie, au prix de leur organisation, de cesser de sortir de chez eux. Et moi, je ne comprends pas qu'on leur dise « allez vous faire tester ». Il faudra le faire. On leur dit pas ça, ils y vont spontanément. Mais oui, mais spontanément, on doit rester chez soi, monsieur. On ne doit pas sortir. Actuellement, franchement, les gens sont malades. Je partage totalement ce que vous dites. Actuellement, on est dans une situation de crise extrême. Il y a des gens qui vont mourir parce qu'il n'y aura pas assez de place dans les lits de réanimation. Toutes les polémiques, mais là, tous les désaccords. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Marseille. Tous les désaccords sur les recommandations, toutes les polémiques. Moi, je pourrais vous parler de l'état de l'hôpital public, du fait qu'il a été géré de façon aberrante, etc. Bon, tout ça, on met de côté et on en parle après. Là, on doit se battre, on doit sauver des vies. Ceux qui peuvent être sauvés doivent être sauvés, d'accord ? Tout ce qui est polémique, comme vous dites très bien, et qui va séparer les gens d'une action proposée par nos tutelles, va aller contre cela et on va être contre-productif. Maintenant, si on parle juste science, préciser, on va dire, si on parle science, médecine, c'est très logique de dépister les gens tôt et de les traiter tôt. On est tous d'accord. Pourquoi en Allemagne 500 000 tests par jour? On nous dit qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. En Allemagne, on a un taux de décès qui est très très bas, 0,6%. Oui, parce qu'ils ont dépisté tout le monde. En France, parce qu'on fait du dépistage. Et là, j'entends qu'il ne faut pas faire de dépistage parce qu'il faut faire du confinement. Nous, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on fait ce que font l'Allemagne. C'est difficile à comprendre, on va dire à un moment donné, on fait ce que fait l'Allemagne et ça marche, même les gens qui ne sont pas traités avec notre traitement, on a un taux plus bas. Et pourquoi est-ce qu'on nous reproche de faire les choses qui fonctionnent dans les autres pays et ce qui fonctionne à Marseille? Bon. On vous reproche pas, on dit simplement qu'on n'a pas assez de tests apparemment. Voilà, et vous en avez. Tant mieux. C'est la période. Moi, je ne jette pas la pierre sur les autres. Je dis, nous, on le fait à Marseille et on dit que ce n'est pas raisonnable, qu'il faut que les gens restent chez eux. Nous, on fait la même chose qu'en Allemagne. Et ça paye. Très bien. Bon, c'est tant mieux. Alors attendez, on va prendre en Skype. On fait la même chose qu'en Allemagne, des tests massifs et ça marche. Voilà, Georges Ruiz est avec nous via Skype, président de Labo Sud et du groupe Innovi. Vous êtes justement spécialiste des tests. Pourquoi est-ce qu'on arrive, monsieur, à faire des centaines de milliers de tests tous les jours en Allemagne et en France, on est plafonné à 9000? Qu'est-ce qui se passe? Je pense. Bonsoir à tous. Je pense qu'en France, on n'a pas assez prévu et on n'a pas mis en place une politique de dépistage dès le début. Je pense qu'on a préféré, vous savez, il y a différents types de politiques. La Corée a mis une politique de dépistage de masse. Certains pays ont choisi de ne pas dépister, de ne pas confiner et de voir ce qu'il arrivait.
D'autres, comme l'Islande, ont choisi de dépister tout le monde. Donc on a les résultats de la politique qu'on a mis en place, tout simplement. Et elle est bonne, cette politique, ou pas? Parce que quand on voit les chiffres de mortalité en Allemagne ou en Corée, justement, force est de constater que leur stratégie marche mieux. J'ai écouté ce que le disait le docteur Chabrière, il a entièrement raison. Il est évident qu'une politique de dépistage, quand on sait que les gens peuvent être porteurs sains pendant 7, 8, 14 jours, que les symptômes se déclenchent à un niveau moyen de 5,2 jours, bon, c'est très bien que tous ces gens-là qui n'ont pas été dépistés, eh bien, ils vont véhiculer la maladie. Absolument. Alors certes, le confinement est une solution. J'ai entendu ce que disait madame, je ne me rappelle pas votre nom, mais le docteur Albi. Le confinement est une solution, c'est vrai. Mais un jour, il faudra bien en sortir de ce confinement. Et si on n'est pas capable de dépister de manière intelligente et de manière rapide tout le monde, je ne sais pas comment on va en sortir. Voilà. Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors, le professeur Toubiana vous pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout cela est juste, que si l'on dépiste en masse, comme ça a été fait en Corée et en Allemagne, évidemment, on aura un taux de gravité moindre, puisque le dénominateur sera pas le même, comme vous l'avez dit. Si nous, en France, on dépiste que les gens malades nécessitant une hospitalisation. Donc forcément... Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Attendez, donc forcément, c'est ce qui se passe actuellement. Donc forcément, le taux de mortalité est plus élevé. Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur la stratégie, mais je me répète... Donc c'est la mauvaise stratégie en France? Je répète, c'est pas ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on doit sauver les gens qui sont très malades demain, après-demain, toute cette semaine et la semaine d'après. Oui, toutes les polémiques, on les met de côté, s'il vous plaît. On s'occupe des gens, on les reçoit à l'hôpital, on développe des unités, comme c'est fait actuellement, avec des gens qui, je vous jure, sont sous tension, sont volontaires, travaillent d'arrache-pied. Non, mais justement, tous les messages qui vont brouiller les pistes sont négatifs et contre-productifs. Dès qu'on passe ce cap, et pour sortir de la crise, on va tous se battre, moi avec vous et tout le monde, pour avoir des tests pour tout le monde. D'accord? Il ne faut pas empêcher ce qui est en place actuellement de fonctionner par des messages. Éric Chabrière vous répond sur tout ce qui a été dit. Non, si je peux me permettre de répondre, professeur Toubiana, vous avez raison. Effectivement, il ne faut pas aujourd'hui que les politiques se télescopent. Pour autant, le confinement, je dirais, c'est un pis-aller. On n'avait pas suffisamment de tests. Il est évident qu'il fallait confiner. Il n'y avait pas d'autre solution. La politique qu'a mis le professeur Raoult à Marseille en place avec un dépistage massif est un autre type de politique. Les résultats sont là. Les résultats sont là en Corée aussi. On ne peut pas aujourd'hui, effectivement, brouiller le message. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, hier, j'ai été mal compris quand j'ai parlé de dépistage de masse. C'est que le dépistage de masse, c'est quelque chose qu'il faudra faire quand on aura suffisamment de tests et quand on voudra sortir du confinement. Parce que là, aujourd'hui, on n'a malheureusement pas assez de tests. Moi, je ne vous cache pas que nous, au niveau de notre groupe, avec nos petits moyens, le petit biologiste qu'on est du sud de la France, on se bat de la même façon que fait le professeur Raoult pour avoir de plus en plus de tests. Et on choisit 1, 2, 3, 4 fournisseurs, s'il faut, pour arriver. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire 5, 6 000 tests par jour, parce que là, on commencera à être crédible. Et ne me dites pas que cette politique n'est pas la bonne, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les établissements hospitaliers, les CHU, on négocie à travers un appel d'offres national entre 5 et 7 grosses plateformes qui leur permettront d'atteindre les 20 ou 29 000 tests quotidiens qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Il faut qu'on fasse... Alors attendez, question, Georges Ruiz, pourquoi est-ce que le test français, apparemment, il met 5 heures à donner une réponse et qu'en Corée, en 11 minutes, c'est fait? Non, mais je ne pense pas qu'il y ait de tests qui soient faits de PCR, qui soient faits en 11 minutes, ou alors c'est un test sérologique. D'accord. C'est un dépistage d'anticorps. C'est pas une PCR, hein. C'est pas possible, hein. 11 minutes sur une PCR. Je ne sais pas ce qu'en pense mon confrère. Mais on a vu des émissions où des gens rentraient dans une cabine en Corée du Sud et ressortaient, ils avaient le résultat. Oui, mais alors c'était des tests sérologiques, des IgM par exemple, oui. Des pistaches d'IgM avec une savonnette, oui, ça met 11 minutes, oui. Et ça, faut pas faire ça en France? Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la sérologie. Hein. Vous savez que les anticorps apparaissent, c'est différent. La PCR dépiste le virus, la PCR, la sérologie, les anticorps. Les anticorps apparaissent dans un délai qui est variable. Les IgM apparaissent relativement vite. Si on regarde les études de Wang qui ont été faites en Chine, on se rend compte que si on cumulait, par exemple, la PCR
et les IgM anti-Covid-19, on a une sécurité à 98, je crois, 98 et quelques pourcents en ce qui concerne le diagnostic. C'est évident que les IgM, c'est intéressant, bien sûr, c'est intéressant. Bon, il y a deux types de tests. Éric Chabrière, j'aimerais qu'on revienne sur vos 701 personnes qui ont été traitées avec la chloroquine et un antibiotique. Quel profil ils ont? Ce sont des jeunes, des vieux, des gens déjà très atteints? C'est tout le monde? C'est le tout venant, c'est le tout venant, c'est le tout venant, c'est la politique qu'on prône, c'est dit que vous avez des symptômes, un diagnostic et une prise en charge. C'est comme ça. Pour les biais, on peut comparer les gens qui sont juste diagnostiqués précocement. Bien sûr, on va dire c'est beaucoup mieux, ça, tout le monde s'accorde là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose. Mais après, on a aussi les gens qui ont été mis sous hydroxychloroquine et azithromycine, et on a encore une baisse d'un facteur 5. Comme je dis, on ne dit pas que c'est miraculeux, on dit que ça confirme qu'on avance et ça nous encourage à aller plus loin. On va dire, on n'est pas, entre guillemets, des faiseurs de miracles, ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Voilà, on a des chiffres, on essaye de faire au mieux. Mais est-ce que tout ça signifie aussi pour vous, est-ce que vous ne êtes pas en train de nous dire que la stratégie du gouvernement, du coup, n'est pas la bonne? C'est ce que vous voulez entendre. Mais vous savez, je n'aimerais pas être à la place du ministre de la Santé actuellement, avec une armée qui n'est pas en ordre de bataille, où il y a des manques de tout. Vous savez, pour vous dire, l'État, on parle des réactifs, où là, on veut dire sur des produits de plus de technologie, mais même les écouvillons, le coton, les cotons de tige nous manquent. On est obligé de se battre, de demander, d'utiliser les réseaux pour avoir le moindre produit. On est vraiment dans un état de dénuement. C'est très difficile. Et il aurait suffi, on va dire, quelque part, d'un petit mois, 2 mois, on va dire, au début, pour passer les commandes, bloquer des commandes, et on n'aurait pas ces problèmes en France. On a l'impression à vous entendre que c'est un peu... On va dire, les Américains, ils ont acheté les Américains, ils ont acheté du consommable avant nous. Ouais. Ah, ça s'est joué à quelques semaines. Pour aller dans le sens de ce que dit le docteur Chabrière, nous avons fait, nous, un communiqué de presse dans la semaine, et le syndicat des biologistes a communiqué là-dessus. Vous avez bien vu, ou alors c'est que vous ne suivez pas l'information internationale, que quand même les Américains ont préempté la totalité des écouvillons du fabricant Copan en Italie. Ils ont envoyé des avions de l'armée pour charger les écouvillons. Bon, si on est dans une politique, si on est en guerre contre le Covid, il faut vraiment faire la guerre, quoi. Il faut aussi donner les moyens aux gens qui travaillent, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être bloqué dans la PCR par un écouvillon, par le défaut d'écouvillon. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Les liquides d'extraction, les écouvillons, il faut faire preuve de débrouillardise, ce que disait tout à l'heure Dr Chabrière, on se débrouille. Alors que franchement, un écouvillon, c'est rien, c'est un long coton-tige stérile. Ça peut être fabriqué en France, entre parenthèses. Le professeur Toubiana a une question. Simplement, je voulais vous dire qu'on était d'accord sur la nécessité pour sortir de la crise et de l'épidémie, sur le fait qu'il faille, moi je vais même plus loin, 50 000 tests par jour, et des tests sérologiques couplés pour voir qui a rencontré le virus et est protégé, pour éviter ce fameux rebond. Là, vous devenez d'accord avec Éric Chabrière? J'ai toujours été d'accord. Ouais. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, excusez-moi, on est chez vous, vous nous invitez, mais c'est pas sur un plateau de télé qu'on gère des données scientifiques et médicales. À moins de les avoir lues, de les avoir agrégées, vous allez de les lire avoir en sortant. critiquées. Ouais. Bien sûr, mais je ne peux pas répondre à la partie polémique. Et il n'y aura pas de polémique ce soir parce que si l'hydroxychloroquine fonctionne, tout le monde va l'utiliser, associé à l'azithromycine si vous voulez. Par contre, sur les tests, et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on est en situation d'extrême crise pour prendre en charge les malades les plus graves. Tout ce que vous dites est juste, je le partage, mais nous reviendrons là-dessus quand la crise sera passée. Il faut dès maintenant commander les tests, bien entendu. Il faut dès maintenant inonder les soignants, inonder les hôpitaux psychiatriques, inonder les prisons, inonder les lieux où on soigne des gens comme les EHPAD de masques et de mesures de protection. Ça, il faut le faire tout de suite. Il faut commander des tests, mais l'utilisation massive des tests, les traitements précoces et la sérologie pour voir qui a rencontré le virus et ne va pas être infecté, ce qui va nous permettre de sortir sans qu'il y ait un rebond de cette épidémie, c'est facile à comprendre. Tout ça, on le prépare maintenant pour le faire après ce pic. Donc, de grâce, gardons raison, étudions les données, discutons-les avec vous, mais pendant ce temps-là, tout le monde travaille d'arrache-pied pour essayer de sauver. Alors, il nous reste 1 minute. Éric Chabrière, est-ce que dans la semaine prochaine, vous aurez testé et traité 1500 personnes au train où vous allez? Je pense que c'est à peu près à ce rythme.
On va dire, nous, on a décidé de faire ce choix, dépister et prendre en charge les personnes avec notre traitement s'ils le désirent. Et tant que les données sont encourageantes, on va continuer. Et si les données devaient changer, on arrêterait ou on réadapterait. Pas de malade en rien. C'est notre position. C'est empirique, voilà. Il n'y a pas une rationalité, on n'est pas dans la norme, dans la méthode. C'est là où sont nos divergences. Je pense que tout le monde sur le plateau est d'accord pour lutter contre la maladie, sauf que nous n'avons pas forcément des fois la même vision pour avancer. Mais vous imaginez ce que ça signifie pour l'ordre des médecins, le qualificatif empirique? C'est là le problème. Mais la médecine, durant, on va dire, les centaines d'années, a toujours avancé comme cela. La médecine est souvent qualifiée d'art et pas de science. Les choses sont très compliquées. Regardez bien toutes les molécules qui avaient une indication précise, une AMM, qui finalement ont des vertus secondaires complètement inconnues. Et ça, c'était pas prévu. Il faut rester modeste, on va dire, sur la compréhension de la pharmacologie. Et donc, tout simplement, on voit quelque chose qui fonctionne. C'est comme, on va dire, les plantes médicinales. Des fois, on comprend pas, mais il y a des principes actifs qu'on peut extraire qui fonctionnent. On est dans l'empirisme. C'est quelque chose, effectivement, qui a peut-être été oublié, mais c'est une façon d'avancer en science qui a fait ses preuves, et c'est le choix que nous avons fait. Merci beaucoup, professeur Éric Chabrière, en duplex de Marseille. Merci à Georges Ruiz, président de Labo Sud, et merci à nos deux invités, le docteur Roland Toubiana et le docteur Marie-Laure Albi. On se retrouve dans quelques minutes, si vous le voulez bien, avec un journal et Julie Hamet sur LCI.